Bienvenue sur cette vidéo sur Les Fleurs du Mal de Baudelaire, publiée en 1857. Et on espère pouvoir t'aider à réussir tes dissertations, tes oraux de français à partir de cette œuvre. Je vais également te montrer les rapports entre Baudelaire, les hiéroglyphes, Midas, les vampires, Harry Potter même, et la pierre philosophale. C'est parti! Pour t'aider dans tes révisions, nous allons aborder 6 questions qui pourraient être posées lors d'un oral de français ou encore dans une dissertation. Mais ces 6 questions te permettent également de couvrir bien d'autres sujets et de développer ta culture littéraire sur ce chef-d'œuvre. Voici les 6 questions que nous allons aborder. Quels sont les différents aspects de l'alchimie présents en poésie? Comment la poésie transforme-t-elle les émotions du poète? En dehors de ces émotions, que transforme Baudelaire dans ce recueil? Pourquoi la poésie est-elle un art du mystère et pourquoi cultiver celui-ci? Qu'est-ce que le spleen et l'idéal et comment sont-ils liés? Et enfin, quelle est la figure du poète dans Les Fleurs du Mal? Mais avant de continuer, laisse-moi te rappeler que pour faire vivre cette chaîne et pour qu'on puisse continuer à créer du contenu pour toi, il faut que tu penses à t'abonner, à partager, à liker nos vidéos, à poster des commentaires. Et en plus, en t'abonnant, tu pourras être au courant de toutes nos nouvelles vidéos, car il n'y a pas que le français. L'année prochaine, tu pourras utiliser aussi notre contenu en philosophie, en histoire géo, etc. Par ailleurs, pour réviser ton bac de français, on a créé ce petit coffret, le Kit Bac, qui va t'aider dans tes révisions. Il contient 350 cartes, dans lesquelles tu as des accès à 26 vidéos de méthodologie qui vont te permettre de pouvoir réviser la méthode pour réussir tes commentaires, tes dissertations, etc. On a également de très nombreuses flashcards avec une question et la réponse derrière pour pouvoir t'entraîner à repérer les figures de style, les définitions, connaître une meilleure culture littéraire, etc. pour réussir l'ensemble de tes épreuves. Et on a par ailleurs des petits défis qui vont te permettre de jouer à plusieurs et de développer autrement ta culture littéraire et tes facultés d'écriture, etc. Tu peux aller sur notre site laboîteabac.fr pour découvrir ce magnifique coffret. Quels sont les différents aspects de l'alchimie présents en poésie? Ça, c'est une très bonne question introductive. Je suis très fier de moi. Pour pouvoir y répondre, revenons aux bases. Qu'est-ce que l'alchimie? L'alchimie est au Moyen-Âge l'ancêtre de la chimie, une science occulte qui mélange à la fois de vraies connaissances sur les propriétés chimiques des éléments avec des spéculations mystiques. On trouvait en alchimie un peu de tout, de vraies connaissances, mais également un goût pour l'occulte, pour le secret, et même quelques beaux parleurs qui s'en servaient avant tout pour se faire un peu d'argent par des arnaques. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle, il faut le dire, merci mesdames. Également, de nombreux alchimistes étaient à la recherche d'un matériau mythique, la pierre philosophale, qui permettrait de transformer le fer en or et de guérir tous les maux. La pierre philosophale est une substance légendaire dotée de pouvoirs étonnants. Elle peut transformer n'importe quel métal en or et elle produit l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. La poésie a de nombreux points communs avec l'alchimie, notamment sous la plume de Baudelaire. Comme l'alchimie, la poésie est un art de la transformation. Transformer les émotions en art, mais aussi transformer les mots en leur donnant de nouveaux sens, de nouvelles vérités, grâce notamment à des procédés d'analogie tels les métaphores, les allégories, etc. D'ailleurs, l'étymologie même de poésie vient du grec poiesis, qui signifie créer. Et créer, c'est transformer. La poésie est une forme littéraire qui cultive le mystère. Comme l'alchimie, elle contient des secrets, et il faut lever un à un les voiles du poème pour y découvrir la vérité. À ce titre, les poètes, comme les alchimistes, cultivent un lien avec la magie. Ils le font par de nombreuses références mythologiques, mais aussi en ancrant l'idée que les mots ont une puissance magique que seul le poète peut révéler. J'y reviendrai,
Mais note déjà que Victor Hugo considère que les poètes sont des mages. Rimbaud considère que ce sont des voyants, des personnes qui voient la réalité et qui arrivent à y déceler la vérité universelle. Tout comme les alchimistes, les poètes donnent parfois le sentiment d'être à la recherche de la mythique pierre philosophale, celle qui permet de transformer le fer en or, et donc le banal, le quotidien, en beau, mais également qui permet de guérir les maladies ou de prolonger la vie. Et justement, la grande terreur de Baudelaire, c'est le temps qui ronge la vie. Or, le poème permet de devenir immortel, car bien après sa mort, le poète continuera à être lu. Et c'est quelque chose qu'il évoque dans plusieurs poèmes. Songe par exemple à Une charogne. Une charogne est destinée à sa maîtresse, Jeanne Duval, et il sent que leur amour est contraint nécessairement à la mort, à la fin. Et c'est pour ça qu'à la fin du poème, il évoque « J'ai conservé l'essence divine de mes amours décomposés ». Ainsi, il a l'impression qu'elle va le quitter, mais par la poésie, il a sublimé leur amour. C'est quelque chose que de nombreux autres poètes évoquent. Par exemple, Joachim du Bellay, dans le poème « Là où est maintenant ce mépris de fortune ». Enfin, tout comme l'alchimie, qui est quand même l'ancêtre d'une vraie science, la chimie, la poésie s'appuie sur de véritables savoirs et savoir-faire. Aussi, le poète utilise de nombreuses techniques littéraires pour insuffler à son poème de la musicalité, par un travail rythmique et sonore, ou encore pour insuffler un sens imagé aux mots qu'il emploie. Le poète est un véritable artisan. Avec ça, tu as maintenant de nombreux axes pour pouvoir développer tes copies. Et les questions suivantes vont me permettre d'aller un peu plus loin dans chacune de ces idées. Comment la poésie transforme-t-elle les émotions du poète? Baudelaire cherche à produire le beau grâce à une sublimation de ses émotions, c'est-à-dire qu'il transforme ses pulsions en art. Cette volonté très claire chez Baudelaire est assez intéressante dans le cadre des débats littéraires de son époque. En effet, à cette époque commence à émerger un nouveau mouvement littéraire, le Parnasse, avec en tête de file Théophile Gautier, Lecomte de Lille ou encore Banville. Ce mouvement cherche à produire l'art pour l'art, c'est-à-dire qu'il considère que la poésie ne doit pas avoir de thème particulier, ne doit pas chercher à faire émerger d'autres idées que la beauté. Il doit se concentrer sur une beauté formelle, une beauté de l'esprit. C'est ainsi que dans son poème « Les Montreurs », Lecomte de Lille s'attaque avec virulence aux poètes romantiques qui font de la poésie un déversoir à sentiments, une façon de se libérer de leur fragilité et de la montrer à tous. Je pense qu'il y a une petite dédicace à Alfred de Musset là-dedans. Baudelaire partage en partie cette vision. Il dit notamment, et je cite, « La poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même ». Cependant, il en voit vite les limites, car il considère qu'on ne peut pas créer de beau sans un minimum d'émotion. Ainsi, rajoute-t-il, « Congédier la passion, c'est tuer la littérature ». Dès lors, comment procède-t-il pour produire du beau à partir de ses émotions? Par des figures de style et la musicalité. Baudelaire offre la vie à ses craintes par des personnifications. Et il le fait dès le tout premier poème de son ouvrage. Dans Au lecteur, il offre une majuscule à l'ennui pour faire de ce nom commun un nom propre, presque diviniser celui-ci, en faire un dieu qui s'abat sur lui. Et il emploie le même procédé contre son autre énorme crainte qui est le passage du temps. Il le fait dans L'Ennemi et dans L'Horloge. Dans le poème L'Horloge, il qualifie celle-ci de dieu sinistre et de même chaque partie de cette horloge a sa propre vie. Ainsi, écrit-il dans un autre vers, la seconde pompe la vie
3600 fois par heure. T'as vu le S majuscule? Et d'ailleurs, l'horloge tout entière se met à lui parler à un moment. Elle dit « Meurs, vieux lâche, il est trop tard ». La figure de style dans le passage que je viens de te citer, qui consiste à faire parler les objets ou les morts, s'appelle une prosopopée. Et Baudelaire l'emploie souvent pour faire parler ses émotions. Ainsi, dans L'amour et le crâne, après avoir dit que l'amour est assis sur le crâne de l'humanité, il fait parler ce crâne qui souffre du poids de l'amour. Ce jeu féroce et ridicule, quand doit-il finir? Car ce que ta bouche cruelle éparpille en l'air, monstre assassin, c'est ma cervelle, mon sang et ma chair. Son art de la transformation passe par d'autres formes d'analogie. Le poème La cloche fêlée est une gigantesque métaphore filée par laquelle il compare son âme à une cloche fêlée, une cloche brisée, sauf qu'à différence de celle-ci, elle ne peut même plus produire de son. À un autre moment, dans Spleen 71, il emploie la métaphore filée pour comparer son âme à un gros meuble empli de bilans, puis à une pyramide, c'est-à-dire en fait un bâtiment empli de cadavres. D'autres figures de style qu'il déploie souvent pour faire rejaillir la beauté de ses émotions sont la comparaison, l'antithèse ou encore l'oxymore. Le titre même du recueil, Les fleurs du mal, est d'ailleurs un oxymore qui joue sur l'opposition apparente entre ces deux termes pour mieux en montrer le lien. Et ce titre est un véritable projet. D'une part, montrer que de la souffrance, du mal, peut rejaillir la beauté, la fleur. D'autre part, montrer qu'on est tous attirés par le mal, que le mal est tentant et qu'ainsi le mal est pour nous comme une fleur. La poésie, et ça se ressent particulièrement dans les fleurs du mal, fait jaillir la beauté de la musicalité. En effet, les jeux de sonorité, les jeux rythmiques font ressentir l'émotion bien plus que les mots. Je te donne un exemple avec le poème La musique. Le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir de mon désespoir. D'une part, le rythme de tout ce poème fait alterner des alexandrins, donc des vers en 12 pieds, et des pentasyllabes, des vers en 5 pieds, pour faire ressentir une musique rythmée, une musique qui alterne des phrases longues et courtes, un rythme pair, les alexandrins, et impair, les pentasyllabes. Il emploie aussi ce jeu pour évoquer les ralentissements et les accélérations qui accompagnent sa pensée. Le début, jusqu'au rejet de me berce, produit un rythme nerveux, agressif, vivant. Le rejet, c'est-à-dire le fait qu'il finisse l'idée du vers précédent au début du vers suivant, casse le rythme, le rendant brutal et puissant. Puis, le rythme devient lent par les multiples virgules et les sonorités lentes de l'assonance en oie qui reflètent son désespoir. En dehors de ces émotions, que transforme Baudelaire dans ce recueil? Baudelaire transforme d'autres éléments que ces émotions par sa poétique. Je vais commencer par deux exemples provenant de la section Révolte de son recueil. Dans les litanies de Satan, il transforme les prières. Alors que d'ordinaire, elles s'adressent à Dieu, ici, il s'adresse à Satan. Ô toi le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Il s'adresse à Satan car il a l'impression que Dieu ne l'écoute plus. Note d'ailleurs que ce poème n'a pas fait partie des poèmes censurés lors du procès des Fleurs du Mal en 1857. Comme quoi, même sous Napoléon III, il y avait une certaine
tolérance religieuse. Le poème Abel et Caïn peut être vu comme une volonté d'inverser les rapports sociaux, de les transformer. En effet, dans ce poème, Abel est gâté par Dieu, tandis que Caïn est rejeté par celui-ci. Ainsi est-il écrit, parmi d'autres vers, « Race d'Abel, chauffe ton ventre à ton foyer patriarcal. Race de Caïn, dans ton antre, tremble de froid, pauvre chacal. » En effet, dans la mythologie chrétienne, Abel est aimé de Dieu car notamment il est pasteur et donc il a de la bonne viande, alors que Caïn, l'agriculteur, n'offre que de plus faibles offrandes à Dieu. Mais à la fin du poème, il y a une inversion du rapport de force. Caïn va vaincre Abel et Dieu est rejeté sur la terre, tandis que Caïn va s'élever au ciel. Ainsi, race d'Abel, voici ta honte, le fer est vaincu par les pieux. Race de Caïn, au ciel monte, et sur terre jette Dieu. On peut voir potentiellement ici une forme d'analogie du rapport de domination entre une bourgeoisie conservatrice incarnée par Abel et un peuple qui souffre, les paysans, les ouvriers, incarnés par Caïn. On est dans la section révolte. Baudelaire semble dire à ce peuple « Révolte-toi, prends la place de la bourgeoisie ». Baudelaire, en effet, était un temps attiré par l'anarchisme et notamment par de grands penseurs comme Proudhon ou Fourier. Baudelaire aime aussi transformer le corps de la femme. Dans son poème « Le serpent qui danse », il produit un rythme ondulé en faisant s'alterner des octosyllabes, 8 pieds, et des pentasyllabes, 5 pieds. Donc des vers plus longs et plus courts, des vers pairs et des vers impairs. Et il représente ainsi, d'une part, la danse sensuelle de sa maîtresse, Jeanne Duval, mais ça donne également la forme d'un serpent, les ondulations, pour montrer que cette femme si sensuelle a aussi une certaine froideur, la froideur du serpent. Au passage, ne prends pas les propos de Baudelaire comme une vérité, c'est juste son interprétation des faits. Il y a des biographies assez intéressantes de Jeanne Duval qui sortent en ce moment, qui montrent qu'elle était plutôt, elle, victime du tempérament irascible de Baudelaire, et non l'inverse. Il transforme aussi les sens en d'autres par l'action de la synesthésie. Une synesthésie, c'est une figure de style qui consiste à transformer un sens, par exemple la vue, l'ouïe, l'odorat, en un autre, de mélanger les sens. Ainsi, dans Parfum exotique, l'odeur de la femme aimée lui fait voir des pays inconnus, des pays exotiques. L'odorat est mêlé à la vue. Et comme il voit les femmes comme un danger, il aime bien les transformer en objets désagréables. Dans Une charogne, il transforme sa maîtresse en cadavre d'animal, une charogne justement, pour d'une part signifier qu'elle est vouée à mourir, tout comme nous tous, c'est donc un memento mori, mais aussi pour la représenter comme se faisant bouffer par tout un tas d'autres animaux, une façon de représenter ses futurs amants qui ne manqueront pas de se partager son corps, tandis qu'elle ouvre en grand ses cuisses. Sympathique quoi. Et très souvent, il les présente tels des vampires. Dans les Métamorphoses du vampire, un poème qui sera censuré, la femme est tout d'abord, tel un vampire, séduisante. Elle est belle, elle semble pouvoir guérir tous les malheurs, mais alors elle aspire la vie. Elle eut de mes os sucé toute la moelle. Et quand, après avoir fait l'amour, il se retourne vers elle, elle n'est plus qu'une outre aux flancs gluants, toute pleine de pus. Une outre, c'est un contenant, une gourde en cuir. À partir de ça, je te laisse imaginer ce qu'est le liquide gluant qui l'entoure. Ainsi, elle aspire la vie, puis elle-même vieillit, car elle est vouée à mourir. La femme ne peut pas acquérir l'éternité qui attend le poète.